Eh bien, merci Diane déjà, tout d'abord pour commencer, d'une part de nous avoir permis, de nous inviter à ce cycle de conférences qui nous permet, qui nous offre une pause, un moment d'arrêt et qui est extrêmement précieux, je pense, pour n'importe quel architecte parce que ça permet une espèce d'introspection, de regarder son travail avec une certaine distance et juste de prendre le temps et le recul. Donc voilà, on commence à chaque fois, moi j'aime bien commencer pour nous raconter par ce voyage itinérant, cet apprentissage itinérant qui est vraiment quelque part notre marque de fabrique. On vient tous deux de Paris, on a étudié à Paris, c'est notre ville, c'est notre environnement, c'est notre tissu urbain dans lequel on a évolué. Et très vite, en fait, au bout des 4 premières années d'architecture, on a senti ce besoin, cette énergie aussi, que c'était d'une part qu'en étudiant l'architecture, on avait la possibilité qu'il y avait cette espèce de découvrir le monde et quelque part pour se former et poursuivre cet apprentissage, eh bien, on allait utiliser la possibilité de voyager. Le premier stop, en fait, a été à Hong Kong, où on est parti étudier 1 an à la Chinese University of Hong Kong, et là, ça a été un vrai coup de tonnerre, quelque chose qui a été comme de la dynamique. En fait, on était à la Chinese University, en l'espace d'1 an, on a vu littéralement une ville sortir de terre. On a été bouleversés par rapport à nous, tout ce qu'on avait dans notre inconscient, à savoir, on était issus d'une ville européenne avec un peu la vieille Europe, et tout à coup, donc Hong Kong, où on est en 1999, c'était le moment où Hong Kong est retourné vraiment à la Chine et on a senti cette énergie, on a appréhendé la ville qui se construisait littéralement dans la tridimensionnalité, mais c'était la mixité programmatique à la verticale et ça a été pour nous un côté comme un espèce de coup de tonnerre qui nous a fait un peu remettre à plat tout ce qu'on avait, tous les principes qui nous avaient été inculqués jusque-là. Et ça a été le début, en fait, de cet apprentissage itinérant, de ce voyage où on s'est déplacé pendant presque 6 années à travers le monde. Le deuxième stop, donc, ça a été à Rotterdam, on est en 99-2000. C'est un peu le moment où il y a toutes ces agences assez émergentes et surtout qui offrent une grande qualité dans la production. Et donc, moi, j'ai rejoint l'agence de Cast Osterreis, qui est quelqu'un qui travaillait avec tous les nouvelles outils, la tridimensionnalité. J'ai travaillé notamment sur des projets de morphing. Encore une fois, c'était complètement différent, où c'était on retravaillait la question de l'habitat, de l'habiter, où les besoins en fait de la maison changeaient grâce à en fonction des besoins, la maison évoluait. Et Thomas a rejoint l'agence de Rem Koolhaas, où là, en fait, il a été complètement fasciné par la qualité du processus, où le concept était tellement fort qu'en dépit du nombre de personnes qui évoluaient autour du projet, la cohérence du projet était identique. Ouais. Ce qui était intéressant, en fait, pour nous, aller en Hollande à la fin des années 90, c'est là où était l'avant-garde, en fait. Et on s'est dit, comme premier travail, c'était assez intéressant, en fait, d'aller apprendre de cette avant-garde et de compléter notre apprentissage universitaire par justement une pratique professionnelle dans ces agences où le niveau d'excellence est assez incroyable. Et du coup, ça nous permettait, en première approche avec le monde réel, d'être finalement dans quelque chose de quasi irréel, parce qu'on était dans des projets où les limites étaient toujours poussées toujours plus loin. Et du coup, je dirais quelque part, c'était magique comme première expérience. Et ça nous a ouvert du coup un champ d'investigation absolument incroyable. Ensuite, on a rencontré des partenaires co-traitants, notamment à l'OMA, qui travaillaient sur les projets de la bibliothèque de Seattle, donc des partenaires américains. Et grâce à ces partenaires américains, qui étaient des bureaux d'études, au fait, par exemple, ça m'a permis de rejoindre l'agence de Frank Gehry à Los Angeles, et ça a permis à Caroline, en contrepartie, d'aller dans l'agence de Morphosis. Et c'était très intéressant pour nous, parce que ces deux agences, elles étaient dans une histoire, dans leur évolution, qui était totalement différente. L'agence de Frank Gehry, ils avaient construit Bilbao, c'était une agence qui était très installée, donc du coup l'apprentissage était quasi très organisé, c'est-à-dire que chacun était à sa place, à son niveau de responsabilité, et chaque nouvel entrant dans la structure était complètement pris en charge. Ce qui était totalement différent de la synergie qui existait dans l'agence de Morphosis, où là, c'est plutôt une agence qui était en phase transitoire entre une agence assez expérimentale, où ils étaient une petite dizaine à faire des projets de maison très sophistiqués ou des projets de recherche assez poussés. C'est une agence qui avait remporté de grosses consultations publiques, et du coup, d'une agence de 10, c'était passé à 30, voire 60,
avec à chaque fois des responsabilités qui étaient données à des jeunes architectes très peu expérimentés. Et donc je dirais que dans l'échange qu'on a eu dans ces deux agences assez emblématiques de la côte ouest aux États-Unis, on a eu une expérience qui était radicalement différente. Moi, une agence très structurée, très installée, avec une transmission réelle via des chefs de projet très expérimentés, et toi, Caroline, plutôt être projetée dans un bain et une émulsion de jeunes architectes qui n'avaient rien à voir, mais qui étaient les deux confrontés à des projets de très grande échelle. Ensuite, peut-être tu peux faire. Ensuite, en fait, on poursuit ce voyage itinérant et là, en fait, il nous manquait le diplôme. Et on était extrêmement heureux dans les deux agences dans lesquelles on était à Los Angeles, à savoir Frank Gehry et Morphosis. Mais s'est posé la question des renouvellements des visas et quelque part, c'était poursuivre ces expériences au sein de ces agences, peut-être 4-5 ans supplémentaires, et on s'est dit, il nous manque ce diplôme. Et si on ne passait pas le diplôme maintenant, on s'est dit que ce serait extrêmement difficile intellectuellement de se retrouver projeté dans le monde étudiant. Et on s'est dit, au lieu de rentrer à Paris et travailler sur un sujet quel qu'il soit et aussi magique peut-être qu'il soit, et pourquoi ne pas poursuivre cet apprentissage itinérant à travers le monde dans une autre ville portuaire. Et cette fois-ci, on a voyagé et on a rejoint l'Amérique latine et on a décidé de s'installer pendant presque une année à Rio de Janeiro. Donc là, encore une fois, ça a été quelque part même, on peut imaginer quand on est très jeune, qu'on est étudiant, on a cette capacité d'être un peu, moi j'ai la métaphore, mais d'une éponge, on prend tout avec beaucoup de sensibilité et d'énergie, être projeté tantôt dans un univers et même découvrir le mode d'habitat d'un habitant de Hong Kong par rapport à un cariocasse, ou même une personne qui vit à Los Angeles où à un moment l'extension de sa maison c'est la voiture et quand il ferme la porte de sa voiture il est déjà chez lui, intellectuellement et pour de futurs architectes, c'est terriblement enrichissant, c'est même réfléchir et vivre les modes habités. Et encore une fois, appréhender une ville tantôt comme un touriste ou la vivre dans son quotidien, c'est absolument magnifique. Et ces 6 années, ce voyage itinérant à travers le monde, quelque part nous a façonné. On a été un peu comme de la pâte à modeler, il nous a construit pour devenir ce qu'on est. On est rentré finalement à Paris. On a passé. Oui. C'est intéressant ce que dit Caroline. Il y a vraiment une distinction. Justement, vous évoquez la question du voyage dans la culture des architectes. Je pense que nous, on l'appréhende non pas comme quand on allait. Il y a vraiment cette notion de voyage, mais d'habiter. C'est important pour nous. Et on ne perçoit pas du tout la ville de la même façon lorsqu'on y vit et lorsqu'on la découvre à travers nos voyages. Et c'est ça qu'on avait ressenti. C'est-à-dire quand on était étudiant dans nos premières années, on a effectué un certain nombre de voyages, mais on restait toujours dans une perception assez faussée. Et typiquement, Rio, c'est ça, mais Los Angeles, c'est pareil. Vous allez à Los Angeles une semaine, vous percevez des choses, ou même quelqu'un, un étranger qui vient à Paris. C'est totalement différent de la perception qu'on a quand on vit un quotidien dans une ville, quand on est confronté aux structures sociales, au travail, au week-end, aux loisirs, enfin, la vie courante de tous les jours. Et c'est vraiment ça qu'on a cherché dans cet apprentissage, c'est s'immerger dans ces cultures pour bien comprendre dans la façon de vivre comment ça pouvait après nourrir notre architecture et comprendre ces villes avec vraiment des spécificités à chaque fois très différentes. Et là, on est rentré à Paris et Thomas donc, a rejoint pendant à peu près une année l'agence de Nicolas Michelin, tandis que moi j'ai travaillé pour l'agence de Dominique Perrault, où j'ai eu l'occasion de participer sur des grands concours. L'un des grands projets de Dominique Perrault, qui est la construction de l'université Iwa à Séoul. Donc, et là, c'était extrêmement intéressant parce que par rapport à une écriture très formelle du travail que j'avais pu développer auprès de l'équipe de l'agence de Morphosis, là, j'étais dans un style beaucoup plus épuré, radicalement différent de tout ce que j'avais pu appréhender pendant plusieurs années. Et pour moi, du coup, chez Nicolas Michelin, je pense qu'on est vraiment dans des approches justement de pratiques contrastées. Ce que dit Caroline entre Morphosis et l'agence de Dominique Perrault, c'est vraiment réel, mais c'est aussi réel entre l'agence de Frank Gehry et le travail de Nicolas Michelin, où chez Frank Gehry, on était dans une débauche de moyens et de budget qui était liée au côté extrêmement prestigieux des commandes, on construisait à plus de 10 000 € du mètre carré. On allait dans des registres et dans des explorations assez improbables. Et à l'inverse, quand je me suis retrouvé chez Nicolas Michelin, on était dans du réel tel qu'on l'a ici, sur du projet réel, à moins de 1 000 € du mètre carré parfois, surtout quand j'étais à cette époque-là. Et du coup, ça rendait l'expérience d'autant plus intéressante, parce qu'on était toujours dans cette notion d'apprentissage. Et néanmoins, indépendamment de la question du budget, et je me souviens, ça m'avait marqué dans les échanges que j'avais eus avec Nicolas, il y avait vraiment cette idée de faire une architecture avec de l'ordinaire extraordinaire, et avec peu de moyens, réussir à faire émerger une vraie qualité architecturale. Et du coup, je dirais en ce sens-là, l'effet très contrasté des agences dans lesquelles on avait pu évoluer, on nourrit, je dirais, en quelque sorte, en continuité de cette formation universitaire. Je dirais, la formation dans les agences est pour nous aussi extrêmement intéressante.
Et très vite, en fait, on sent qu'on a l'énergie, on a la foi. C'est le moment. À la fois, il n'y a rien quelque part de très rationnel. On n'a ni l'appartement d'un ami à refaire, une maison, quoi que ce soit, mais on sent que c'est le moment ou jamais d'ouvrir notre agence. Et on est en 2005 et on a de la chance. Oui, je pense qu'il y a aussi une question de belle étoile, car très vite, on est retenu pour faire le projet fondateur, le pôle nautique de Mantes-la-Jolie. C'est un concours, on est contre 4 autres équipes. C'est un concours de grande taille. On n'a jamais fait de pôle nautique auparavant, d'équipement aquatique. Mais quelque part, la seule chose, c'est qu'on a été formé à faire du concours. Parce que dans toutes les agences dans lesquelles on a travaillé, quelque part, on était ce type de profil qui mettait de l'énergie pour sortir ces concours. Donc c'est un gros projet. Enfin, pour notre premier projet, c'était assez énorme, que tu évoquais en effet, Diane, puisque c'est un projet de plus de 10 000 mètres carrés. Et en fait, donc, c'est à Mantes-la-Jolie, dans la banlieue ouest de Paris. Et je me souviens, donc, le site, c'est dans la cité du Val-Fouré. Et la première fois, donc, on a eu ce site, un peu, il y avait tout ce que le Val-Fouré peut véhiculer dans l'imaginaire, une image qui est assez dure. Donc, on s'est rendu sur place pour bien le comprendre. Et là, on a été extrêmement surpris, parce que le site est à la charnière entre, d'une part, la cité du Val-Fouré, avec donc la construction, il y avait accessoirement 3 tours sur notre site, et également il s'ouvre littéralement vers les coteaux du Vexin. Et il y a beaucoup de poésie, de magie sur ce site. Vraiment, la question du filtre très rapidement surpose. Donc il y avait 3 tours, qu'on appelait les tours de gare, à la place d'un site, qui ont dû être détruits. Donc c'est un moment où on a assisté, un moment de grande émotion pour tous les habitants du quartier, qui voyaient donc une partie de leur passé qui tombait littéralement en ruine. Et en même temps, le projet était terriblement porté parce qu'il y avait quelque chose de très positif de pouvoir accueillir un équipement sportif qui allait servir aux habitants du quartier. Et quelque part, donc c'est la communauté d'agglomération qui est notre client, avait une position assez très positive et généreuse, dans le sens où ils auraient pu décider de mettre cet équipement donc à Mantes-la-Jolie par exemple, et ils se sont dit non, justement, on va essayer de ramener une clientèle vers le Val-Fouré, donc l'équipement était très attendu. Et nous, en fait, donc le concours est arrivé vers le mois d'août, on a travaillé, mais comme des fous, et quelque part, on a littéralement utilisé la méthodologie de travail qu'on avait développée pendant ces 4-5 années dans les agences précédentes dans lesquelles on avait travaillé. On a beaucoup utilisé la maquette à différentes échelles, c'est ce qu'on voit là. Et on n'a pas eu peur d'utiliser parfois les très grandes échelles qui nous permettaient vraiment de rentrer dans tous les éléments programmatiques auxquels on allait être confronté et les réponses qu'on devait apporter. Et finalement, on a remporté ce concours. Et ce concours, ça a été le point de départ pour l'agence et toute la suite qu'on va évoquer ensuite. Le plan est très simple. En plan, on est sur une succession très orthogonale avec donc et tout le jeu du dessin. Donc il est absolument pas, il est très rationnel, très carré. Et en fait, c'est vraiment un projet qui se dessine et qui s'appréhende après dans la tridimensionnalité, où on a le bassin qui doit être divisé en 3 zones, une zone sportive, une zone ludique et une pataugeoire pour les petits. En plan, comme on le voit sur l'image précédente, c'est extrêmement rationnel et facile, un seul volume. Et en fait, la séparation est visuelle grâce au jeu d'ondulation et de la toiture. Il y a cette idée aussi de rapport au paysage où ça nous intéressait de faire un bâtiment qu'on ait l'impression qu'il sorte de l'eau, en fait. C'est-à-dire on a la Seine devant le bassin d'Aviron, et quand on l'a imaginé au départ, on avait 2 grandes idées assez fortes sur ce bâtiment. C'était de ramener les coteaux du Vexin qui étaient en face, donc de ramener un peu des coteaux du Vexin dans le quartier du Val-Fouré, et ensuite de faire comme s'il n'y avait pas vraiment de limite entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, et que quasiment l'espace extérieur qu'on voit sur l'image, le solarium, là, on ne sache plus très bien où est la limite entre l'extérieur du bâtiment et l'intérieur du bâtiment, et que du coup on ait ce sentiment que le bâtiment est en train quasi de sortir de terre, comme une onde comme ça, dont l'amplitude est en train d'amplifier, en fait. Et c'est ce qu'on voit sur cette maquette, en fait, où on ressent le solarium qui devient le bâtiment, avec une vision comme ça sur les espaces dont parlait Caroline, la halle sportive, la ludique et la pataugeoire, chacun dans un même volume, avec des creux liés à l'ondulation de la toiture, et l'ensemble, en fait, ouvert vers le Vexin. Aussi, ce projet, en fait, c'est également notre premier chantier. Donc ça a été une grande expérience. On nous voit sur la toiture avec notre chef de projet, Benjamin Valliere. On a perdu toutes nos illusions, en fait, sur ce chantier. Et oui, ça a été une très belle aventure. Je me souviens notamment de la première réunion de chantier où on rencontrait les entreprises. Et nous, on imaginait, parce que autant les études, ça avait été vraiment un travail quelque part itératif, main dans la main, où on a, grâce aussi au travail de maquette qu'on a pu vous montrer précédemment, ou de grandes échelles, on amène
nos maquettes chez la maîtrise d'ouvrage, on découpe, on colle, on avance main dans la main et on n'a pas peur de faire 3 pas en arrière pour redémarrer dans la bonne direction, de remettre en cause certains éléments et de l'avancer en totale cohérence, en adéquation avec les demandes de la maîtrise d'ouvrage. Ça, et je pense qu'on n'a jamais été confronté à un projet qui soulevait autant d'enthousiasme de la part de notre client, de la part des associations qu'on rencontrait. C'est-à-dire personne, dans n'importe quel board politique, parce que dans une communauté d'agglos, ils sont tous souvent, en général, sur tous les sujets, à polémiquer parce que l'un ou l'autre veut affirmer tel ou tel point de vue. Sur un projet comme ça, dans le quartier du Val-Fouret, il y a toujours eu de l'enthousiasme. Au niveau des études, n'importe qui qu'on a pu rencontrer au niveau des études était enthousiaste sur le projet, était enthousiaste dans l'idée de créer ce pôle sportif, de loisirs pour la collectivité, dans ce site, un bâtiment qui dialoguait avec le paysage. Donc en fait, les études, c'était vraiment magique, quoi. On était dans un échange absolument magique avec les élus, avec les riverains, avec les associations sportives. Le projet s'est vraiment construit autour de cet échange. Donc nous, on s'est dit, mais c'est exceptionnel, le métier d'architecte. On est dans un rapport magique avec notre client, ça se passe très bien au niveau des études. Et donc après, justement, à l'étape du chantier, on s'est dit, mais en fait, quelque part, ça va se poursuivre. Et avec une certaine humilité, on s'est dit, là aussi, avec les entreprises, on va continuer à construire main dans la main ce projet, parce qu'à un moment, on a besoin de leur expertise, de leur savoir, et au contraire, il faut que ça avance ensemble. Et je me souviens que la première réunion de chantier, on est arrivé, et on était donc face, c'était des macro-lots, mais même les co-traitants ou les sous-traitants étaient présents, donc X personnes, et on s'est cru dans un Ridley Scott, nous allons construire main dans la main ce projet. Je pense qu'ils nous ont regardé en disant, mais ces deux-là, on va s'amuser, on va bien s'amuser. Et en effet, ça a été un chantier avec de nombreux rebondissements. On a, au demeurant, énormément gagné en maturité et on n'en garde mais aucune amertume. Au contraire, je pense aussi qu'on avance de cette expérience, on a perdu peut-être certaines illusions, mais pour mieux rebondir par rapport à pour la suite. In fine, donc le bâtiment est là et le résultat est quand même extrêmement positif. Même voilà, si le chantier a été marqué aussi par une succession parfois d'accidents. On a tout vécu, on a vécu un incendie, on a eu donc mais ça reste dans notre même imaginaire une expérience assez magnifique, même si on a pris plus de recul et certainement beaucoup plus de maturité par rapport à la construction. Et donc le projet en fait se définit sur 3 thèmes clés, donc le grand paysage, la notion de filtre et la métaphore de l'eau. Donc là c'est ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure, mais on a vraiment, je pense aussi remporté ce concours car on a ramené cette image très poétique, on a dit on fait littéralement traverser les coteaux du Vexin, on les ramène dans la cité. Et c'est cette grande toiture végétalisée de 4500 m² avec un jeu d'une succession d'ondes en fait, qui jouent les unes par rapport aux autres, et qui dessine ce bâtiment et qui également continue à se prolonger dans le solarium qui s'avance jusqu'au bassin d'Aveyron, puis la Seine. Ensuite, c'est la notion de filtre, car encore une fois, la localisation, elle est vraiment stratégique. On est donc entre ce quartier du Val-Fouret, et le grand paysage. C'est le filtre qui n'est pas du tout une rupture, au contraire, qui est cette transition douce vers le grand paysage. C'est aussi, d'une part, un filtre de lumière, car là, on est sur la façade sud. Donc le mouche arabier est un élément qui fait 90 mètres linéaires, donc pour se protéger de la lumière du soleil, donc du sud, mais également, encore une fois, ce filtre vers les transparences, l'eau des bassins, et enfin l'eau de la Seine. On a utilisé, en fait, pour construire ce mouche arabier, ce qu'on utilise pour les coques des bateaux, de polyester. En fait, on l'avait fait en métal dans le brief au DCE, et puis ils nous ont fait un proto sur place, et en 10 jours, il était tout rouillé. Donc on s'est dit, oulala, on est mal. Et du coup, là, pour le coup, avec l'entreprise, il y a un partenariat. C'est la personne qui construisait le toboggan qui nous a sauvé la vie sur cette histoire, et qui nous a préparé des moules de 4 mètres de haut avec 2 ondes. En fait, tout le jeu d'ondulation est géré par 2 moules, et du coup, après, l'ensemble a été coulé en polyester. Donc là, on voit aussi, donc encore une fois, le filtre, le jeu d'ondes. Ça, c'est le couloir qui permet la distribution vers l'espace des vestiaires. Et la notion de transparence également, donc vers la halle bassin. Et enfin, la métaphore de l'eau, enfin pas la métaphore de l'eau tout simplement, avec cette grande coque qui est dédiée au bassin sportif. Et on sent une zone, tu peux montrer avec la souris, un peu plus loin vers la zone ludique. Et toujours cette grande transparence, on s'ouvre littéralement vers le paysage et quelque part on perd la notion d'intérieur, d'extérieur. C'est ça, c'est une piscine couverte fermée, mais nous on avait vraiment l'envie
d'avoir l'impression de se baigner à l'extérieur, dans le paysage. Donc c'est une débauche de vitrage assez impressionnante. Mais on a vraiment, quand on est en train de nager dans cette piscine, on a l'impression d'être quasi dans le paysage, dans le ciel, quoi. C'est assez intéressant comme expérience. Donc, le deuxième projet dont on va vous parler, c'est un autre projet qu'on a remporté, c'est un autre concours à marché public, et c'est le projet de construction de la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, donc, qui est une institution qui existe aujourd'hui, qui est en train de se créer, donc qui existe dans un état, donc qui est à côté du site et qui va venir occuper le bâtiment, et ça va devenir en fait le premier bâtiment du campus Condorcet, qui est une concentration en sciences sociales humaines qui va avoir lieu à la frontière entre Saint-Denis et Aubervilliers, donc un grand projet qui est en cours maintenant, et donc qui est situé, je dirais, au nord de Paris, entre Paris et le Grand Stade, dans des quartiers qui sont en train d'être complètement requalifiés, au fait. C'est des anciens territoires industriels sur lesquels il y a un projet urbain donc il y a eu la requalification, la couverture de l'autoroute A1 qui s'est faite déjà il y a quelques années. Et donc tout ce quartier est en train d'être requalifié avec des îlots assez importants, qu'on voit par exemple ici, qui sont des blocs de logement. Et du coup, l'extension du campus Condorcet, c'est toute la zone qui est ici vers l'est, qui va accueillir le futur campus. Et notre site, du coup, c'est un terrain qui était en friche quand on l'a récupéré. Et l'idée... Il y avait quelque chose de particulier au moment du concours, c'est qu'on avait un programme technique et fonctionnel assez détaillé, mais en parallèle, le directeur de la Maison des sciences de l'homme, Pierre Meuglin, qui était vraiment à l'initiative du projet, c'est-à-dire c'est lui qui porte ce projet depuis le début en termes de contenu et de cohérence, avait rédigé une lettre à l'intention des architectes sur sa vision du projet, au fait, sans forcément donner de direction architecturale, mais comment il imaginait son bâtiment et quels étaient les enjeux auxquels il voulait qu'on puisse répondre. Et il avait insisté vraiment sur 3 notions clés. Il y avait l'idée de dire que, et c'était des fois des enjeux un peu contradictoires, il insistait sur l'idée que le chercheur avait besoin de lieux en retrait, plutôt fermés sur eux-mêmes, pour pouvoir justement développer ses projets de recherche et donc plutôt développer des cellules un peu réorientées dans une sorte d'intériorité. Il fallait qu'il y ait des lieux d'échange et d'interface entre les travaux des recherches, donc pas couper la recherche sur l'extérieur. Donc il fallait qu'il y ait des lieux de diffusion au sein de la maison, des recherches qui étaient menées au sein de l'institution, soit dans le cadre de colloques, de conférences qui permettaient d'enrichir et d'élargir la visibilité de la maison, soit dans la possibilité, par exemple le centre de documentation, de diffuser plus largement les travaux qui étaient faits en interne. Et ensuite, il avait ce souhait qui existe déjà dans la maison, dans sa préfiguration actuelle, qui était d'orienter aussi la recherche dans des domaines plus de recherche appliquée autour du corps et de la musique. Et d'avoir des salles, par exemple, des salles plus techniques, où il y avait de la recherche expérimentale, des salles d'essais son, donc avec des propriétés acoustiques très particulières. Donc il fallait comme ça conjuguer ces différentes intuitions qui étaient un peu contradictoires. Et nous, dès le départ, au fait, on a eu cette idée qu'il fallait travailler sur un projet, sur une sorte d'équilibre entre différentes composants qui n'étaient pas forcément au départ, c'est-à-dire c'était pas forcément la même d'imaginer un projet plutôt refermé sur lui-même, plutôt ouvert. Et c'est ce qui nous a amené au schéma qui est ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment 3 corps de bâtiments clairement distincts, c'est quasiment 3 bâtiments qui s'interceptent et créent au nœud de jonction des lieux d'interface. Donc le corps horizontal, sur 3 niveaux, c'est dans cet espace-là qu'on a installé tous les bureaux des chercheurs, donc qui s'organisent comme des cellules de 2, 3 ou individuelles, un peu comme un immeuble de bureau assez classique, de façon assez rationnelle. Il y avait des salles d'échange entre les chercheurs qu'on a positionnées sur le toit, qui permettaient du coup aux gens, parce que c'est organisé après par niveau, par département et par axe de recherche. Donc on a mutualisé toutes les salles de réunion qu'on a placées sur le toit, dans cette idée que les chercheurs du coup avaient déjà une première expérience à l'intérieur du bâtiment, de sortir de leur lieu de recherche et de rejoindre du coup les lieux d'échange entre chercheurs sur le toit. Ensuite, on a thématisé, comme un bâtiment quasiment indépendant, tout l'espace qui était en lien entre les chercheurs et le public, et la séquence s'organise autour de l'espace d'accueil, sous l'auvent, en fait, qui marque l'entrée, l'amphithéâtre qui est en porte-à-faux au-dessus de l'entrée, et ensuite le restaurant qui, lui, s'oriente vers l'est, vers le futur campus Condorcet. Et enfin,
la dernière partie du programme, c'est les salles de recherche appliquée qui s'organisent dans la partie violette que vous avez ici et qui se déploient sur 2 niveaux de sous-sol, parce que là, il y a des contrôles de lumière, tout ça qui nécessitent des grandes hauteurs qu'on a organisées du coup sur les espaces en sous-sol. Et ça nous donne du coup ces coupes assez insolites. Il y a aussi un point assez important, c'est qu'on s'est aperçu sur ce site et dans le développement urbain qui était en train de se mettre en place sur le quartier, c'est qu'on était en train de créer une ville dont le rez-de-chaussée avait peu de porosité. C'est ce qu'on voyait dans les logements, c'est souvent des rez-de-chaussée un peu surélevés pour ne pas aller dans les appartements, donc c'est souvent des parkings, donc il ne se passe pas grand-chose dans l'animation de la rue au niveau du rez-de-chaussée. Et nous, on a senti qu'en termes d'équipement public, on avait une responsabilité pour créer des ouvertures, des perspectives, et qu'il y ait une sorte de transparence de la maison sur l'espace public. Et on a pris un peu à l'envers une des données du programme qui militait pour un épanelage du bâti du sud vers le nord, et nous, on a fait l'inverse, on a fait un épanelage par le vide qu'on ressent plutôt dans une vue comme celle-là, où au final le bâtiment se lève de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a des transparences à chaque fois de Saint-Denis à Aubervilliers, c'est-à-dire tout le corps de bâtiment est vitré ici, et il y a un épanelage, une horizontale sur la partie supérieure et un épanelage par le vide pour augmenter dans la partie nord des vues sur un jardin qu'on a créé en creux, donc c'est le jardin de la maison, mais visuellement il participe à la qualité urbaine au fait de tout le quartier, et enfin il y a comme ça cette idée de grande transparence entre le côté Saint-Denis et le côté Aubervilliers. Donc ça, c'est les élévations du projet. Et donc là, le projet en construction. Et juste rapidement, ce qui est intéressant pour nous, c'est que justement par rapport à l'expérience un peu traumatisante de Mende vis-à-vis du chantier, où on a beaucoup souffert dans le rapport qu'on a eu aux entreprises, l'inverse s'est produit sur la Maison des sciences de l'homme. Et je dirais que c'était un peu contre toute attente, parce qu'on était pour le coup là, dans une configuration la plus délicate, on était avec 26 lots différents, donc un chantier qui s'annonçait assez périlleux. Et au final, on a une entreprise de Gros Œuvre qui a pris en main le projet, donc Gros Œuvre Verdet, qui est l'entreprise Léon Gross, et qui a mis sur ce chantier une dynamique extrêmement positive. C'est-à-dire qu'elle a mis en place dès le départ une bonne volonté, une bonne attention dans son travail, un très bon échange avec nous, qui fait que finalement, je dirais qu'elle a donné le ton pour toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier par la suite. Et là, l'expérience, je pense qu'on s'est vraiment régalé quelque part dans ce chantier. Donc paradoxalement, ça n'a rien à voir. Et tout s'est passé avec beaucoup plus de sérénité, de calme. Après, malheureusement, le contexte économique a fait qu'on a 2 entreprises qui ont déposé le bilan. Donc ça a été un chantier qui là, va redémarrer. Mais au demeurant, une expérience très, très positive et des rencontres... Non, mais pour nous, on a énormément appris sur ce chantier. Parce que du coup, il y avait un partage de connaissances. Parce que même si, comme architecte, on est censé tout savoir, il y a quand même une sorte de complémentarité de connaissances entre l'intuition du dessin et du savoir-faire qu'on a et le savoir-faire des entreprises qui, au final, ont quand même un vrai savoir-faire à nous communiquer et à partager avec nous. Et du coup, j'ai l'impression que sur ce chantier, particulièrement, les entreprises se sont appropriées le bâtiment, ont fait des séminaires en interne pour sensibiliser les compagnons de leur entreprise. Et ils se sont vraiment pris au jeu de travailler avec nous pour aller plus loin dans l'émergence d'une architecture de qualité. Et pour nous, c'était absolument magique. Et c'est toujours magique, parce qu'on n'a pas fini. Donc voilà, ça c'est le chantier en cours. Et techniquement, c'est un chantier. C'est amusant parce que quand on a gagné le concours, le projet, même, on voit les plans de la Maison des sciences de l'homme, ça a l'air hyper simple. Et au fait, et je crois que les gens aussi, quand ils l'ont chiffré, ils ont cru que c'était hyper simple. Et quand ils sont en train de le construire, ils s'aperçoivent au final que c'est bien compliqué, notamment au niveau structurel, sur les interfaces entre béton-structure. Là-dessus, on travaille avec un ingénieur structure qui est absolument magique, qui est bâtisseur, Philippe Clément, et qui nous accompagne. Il y a même des moments, je crois qu'il s'est fait plaisir, parce qu'il y a des trucs qu'on ne lui avait même pas demandé. On découvre des choses absolument magiques dans le projet où voilà, c'est très agréable comme travail collaboratif. Alors ensuite, on va vous parler. Donc, on va plutôt maintenant vous parler de 2 projets qui sont des projets qu'on fait avec des maîtrises d'ouvrage privées. Parce que c'est intéressant de voir à chaque fois comme le process et le développement du projet se déplacent et que ce n'est pas forcément les mêmes approches, les mêmes relations. Déjà, il y a une différence fondamentale, notamment dans les 2 projets qu'on va vous présenter maintenant, c'est que les projets précédents, on les a gagnés sur un concours. C'est-à-dire qu'on a été sélectionnés. Et je dirais qu'à la phase esquisse, on a posé tous les jalons qui vont définir le statut, le parti, la cohérence du projet. Et qu'ensuite, j'ai envie de dire, le projet s'améliore. On est dans notre responsabilité de maintenir sa cohérence, mais on est plus dans une logique où on est en train d'enlever des choses et on tend à garder l'intégrité du projet de départ, de l'image, de ce qu'on a voulu développer aux phases de l'esquisse. Et là, dans les projets que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter, c'est pas du tout le même rapport parce que c'est des projets qu'on construit avec une maîtrise d'ouvrage privée. Et
c'est aussi encore particulier parce que c'est des projets qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet urbain beaucoup plus global. Donc le premier est à Bordeaux, dans la ZAC des bassins à flot, donc le quartier des bassins à flot, qui est un quartier qui a un fonctionnement assez particulier. C'est Nicolas Michelin qui est urbaniste de la zone, et ils ont mis en place sur cette grande étendue, qui est un développement urbain assez énorme, un principe d'atelier qui est, le principe c'est de mettre autour de la même table l'architecte urbaniste, de faire venir les promoteurs, de mettre la ville et de faire venir les architectes. Et du coup, d'être dans un dialogue, dans une négociation perpétuelle, et que le projet ne se fasse pas dans un dialogue essentiellement entre l'architecte et le promoteur, entre l'architecte et l'urbanisme, enfin, que tous les intervenants qui fabriquent justement la ville se retrouvent sur le principe des ateliers, et donc de façon régulière, au fur et à mesure de l'évolution du projet, quelles que soient les phases, en esquisse, en avant-projet, en développement de PC, en développement des détails de façade, à chaque étape, il y a des validations qui sont prévues et qui font qu'on doit aller présenter ce projet. Il y a une particularité supplémentaire, c'est qu'ensuite sont définis des espèces de macro-îlots qui sont sous la responsabilité d'un architecte, entre guillemets, coordonnateur d'îlots, qui est souvent donné à un architecte plus expérimenté. Donc là, nous, on intervenait dans le cadre de ce projet-là, dans un îlot coordonné par l'agence de Christian de Porzenpark. Et donc, du coup, on est 5 architectes à intervenir sur cet îlot-là. Donc, c'est une maîtrise d'ouvrage qui est faite par Bouygues Immobilier. Christian de Porzenpark est coordonnateur de l'îlot. Donc, il est en train de développer un immeuble de logement qui est à la proue. Elisabeth de Porzenpark fait un ensemble ici. Nous, on intervient dans le bâtiment qui est linéaire ici, 2 bâtiments dans la faisabilité de Christian de Porzenpark. Il y a Cécile Moga qui travaille sur des logements ici, et il y a des petites maisons en bande qui sont en train de s'organiser ici. Et donc, du coup, il y a, je dirais, les grands principes et les invariants qui sont dictés par le plan de Nicolas Michelin, qui donnent une cohérence à l'échelle globale du réaménagement des bassins. Et ensuite, on travaille comme ça dans des sous-ateliers, j'ai envie de dire, avec 4-5 équipes d'architectes. Donc les grands principes qui étaient dictés par à la fois le plan recalé de Christian de Porzenpark et de Nicolas Michelin, c'était un épanelage du bâti en descendant décroissant vers les bassins. Pour orienter des vues, en plus, l'orientation est favorable parce qu'on est vers le sud. Et ensuite, voilà, d'avoir un bâtiment comme ça qui s'organise. Donc nous, notre programme, c'est un programme assez simple, en fait. C'est une résidence de touristes d'affaires, donc c'est l'équivalent d'un hôtel 2-3 étoiles, avec la possibilité d'avoir une petite kitchenette, en fait. Donc c'est majoritairement des T1, donc c'est un principe modulaire très répétitif, avec quelques T2. Donc il y a une centaine de T1 et une dizaine de T2. Donc dans la configuration je dirais, du client au départ, c'est un hall, ensuite une circulation et un couloir qui distribue l'ensemble des chambres. Donc la particularité du site, nous, il y a plutôt un quai attractif côté bassin, donc on a placé assez naturellement le hall d'accueil côté du bassin, et ensuite on a une circulation qui est un peu excentrée, qui permet de venir distribuer l'ensemble des chambres. Ensuite, il y a cette idée d'épanelage et de montée progressive du bâti à l'échelle, pas tellement à l'échelle de notre projet, mais à l'échelle globale de l'ensemble de la ZAC, qui est cette volonté de créer des points hauts plutôt sur l'arrière et d'être dans un bâti décroissant vers les bassins. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a saisi l'opportunité de ces grands principes urbains dictés dans le projet d'aménagement global pour installer une séquence un peu inédite dans un projet assez simple, hein, c'est un petit projet, d'organiser du coup, de maintenir la circulation et de garder au fait toutes les circulations horizontales visibles, donc avec un principe de ventelle, c'est l'été quasiment à l'air libre, quoi, comme des passerelles, qui permettent au fait de distribuer ensuite sur l'arrière toutes les chambres qui viennent s'organiser. Et du coup, ça donne une séquence d'accès dans les chambres qui est complètement thématisée et qui a des vues absolument sensationnelles vers les bassins. Donc du coup, d'un projet très simple, hein, parce qu'au final, les plans sont extrêmement... alors, je ne sais pas, il doit être un peu lourd. Les plans sont extrêmement simples, c'est-à-dire qu'on a une circulation centrale qui distribue à chaque fois sur une trame de 5 mètres toutes nos chambres. Et du coup, il y a cette mise en scène un peu spéciale des circulations. Et du coup, ça s'est très bien passé. Notre maître d'ouvrage et l'investisseur qui va prendre la résidence nous a complètement suivis dans le projet, parce qu'il y avait du coup une efficacité, une rationalité dans toute l'organisation du projet. Et il y avait un petit point spécifique qui était lié à cette émergence, qui crée une vraie singularité et une vraie expérience architecturale pour les gens qui vont comme ça rejoindre leur chambre. Et après, dans l'épanelage, on a profité du rampant des pentes pour venir installer des terrasses dans lesquelles on a mis à chaque fois les appartes, les typologies un peu plus grandes.
Ensuite, le projet suivant, on change d'échelle, c'est-à-dire que celui-là, on était sur un projet de 3000 m². Là, on est plutôt sur un projet de plus de 20 000 m², 25 000 m² de bureaux dans la ZAC Clichy-Batignolles. Et là, c'est de nouveau un client privé, la Cefresim, et on est dans un montage un peu particulier. C'est toujours cette idée, dans des grands ensembles urbains qui sont en train de se fabriquer, plutôt que chacun fasse son architecture dans un coin, d'essayer de trouver une manière de fonctionner pour faire travailler les gens ensemble. Et le principe qui avait été retenu sur ce site, donc c'est François Greter qui est architecte urbaniste de la zone, c'était de faire de nouveau des îlots de taille assez importante, parce que vous voyez notre îlot, c'est celui-là, il fait plus de 20 000 m² chaune, et celui-là est encore plus important, avec des mixités programmatiques à chaque fois assez riches. Alors nous, on est plutôt orienté bureau-commerce, mais là, il y a vraiment une sortie de métro, du logement social, du commerce. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une diversité typologique, de forcer à chaque fois les architectes à collaborer, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul sur un îlot. Donc là, il y a 2 architectes, là, il y a 3 architectes, là, on est 2 architectes. Là, il y a... À chaque fois, de créer comme ça des combinaisons d'architectes pour inciter justement à un travail collaboratif. Et donc, sur ce projet particulier, on a fait une candidature commune avec Jean-Paul Viguier. Et finalement, c'est une expérience absolument magique pour nous. C'est-à-dire que déjà au départ, on pressentait au moment de la candidature qu'on avait une complémentarité dans nos agences qui était extrêmement riche pour nous et pour lui. C'est-à-dire qu'on avait vraiment à s'apporter mutuellement, lui par l'expertise qu'il a en bureau, parce que c'est quand même peut-être une des agences en France qui a l'expertise la plus importante dans le domaine tertiaire, et nous qui apportions pour le coup, qui n'en avions jamais fait, et qui apportions un regard, entre guillemets, neuf sur le programme, et aussi cette idée de collaborer avec une agence d'une autre génération, c'était important pour nous, je pense que c'était important pour Jean-Paul, et c'était important pour nous, parce que du coup, il n'y avait absolument pas de compétition entre nous, c'est-à-dire que nous, on était pleinement conscients de ce qu'il pouvait nous apporter, et lui, à l'inverse, avait été dans cette demande d'échange. Et du coup, contrairement à ce qui était prévu au départ dans la faisabilité de Greter, on a pris le parti. Alors, c'est un peu dicté aussi par notre client, parce que c'était un ensemble immobilier, donc il militait pour un bâtiment qui pouvait fonctionner avec un seul preneur, mais qui pouvait aussi être divisé. Mais assez vite, on a pris le challenge de ne faire qu'un bâtiment, en fait, et de le dessiner réellement ensemble, et de faire des sessions entre son agence, la nôtre. Très vite, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on travaille vraiment ensemble, et du coup, on a mis en place une dynamique de production de nos équipes, de ses équipes, sachant que... Et du coup, on a construit ce projet ensemble. Il y a 3 grands principes qui sous-tendent ce qui a motivé, je dirais, notre réflexion sur ce projet. C'est l'idée du rapport à la ville de l'immeuble tertiaire, donc ce qu'on a appelé l'urbanisation de l'immeuble de bureau, et de partir du principe que ça allait être un sujet de recherche et de travail sur ce projet. De se dire, l'immeuble de bureau dans l'imaginaire, c'est un immeuble tertiaire qui n'est jamais très bien perçu. C'est-à-dire comment retravailler son rapport à la ville, comment réinventer ce rapport souvent assez fermé, souvent hermétique par rapport à l'espace urbain. Ensuite, le deuxième thème, c'est l'espace de travail, comment se questionner sur l'espace de travail. Et le troisième thème sur lequel on a réfléchi, c'est l'innovation. Bon, déjà, notre bâtiment, il a une position stratégique parce on le voit sur cette vue-là, on est face au faisceau, donc on a une visibilité qui est complètement inédite à Paris, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement visuel en latéral et frontal qui fait qu'on est l'une des façades du futur quartier. Il y a 2 ponts, un pont circulé et une passerelle qui vont venir se positionner ici. Donc du coup, je dirais cette façade, qui est une façade sud, une façade chaude, elle est très largement visible. Donc elle doit, quelque part, représenter l'identité du projet qu'on va fabriquer. Donc on a 2 façades, une façade sud, une façade nord, et du coup dans l'implantation du projet, il y avait déjà cette idée, dans un immeuble de bureau, qu'on voulait au départ non climatisé, d'optimiser le linéaire de la façade nord. C'est ce qui nous a donné l'implantation du projet dans son plan masse, c'est-à-dire de travailler sur une façade chaude au sud, une façade froide au nord. Ensuite, il y a un principe d'organisation du programme avec cette façade qui vient avec toute une série de brises-soleil, donc là sur la partie bureau qui sont des brises-soleil orientables, et ensuite sur toute la partie centrale qui correspond à l'axe central des circulations, sur une partie beaucoup plus dans la transparence qui vient accueillir en fait toutes les circulations du projet, devant lequel on va venir installer toute une série de photovoltaïques.
Ensuite, dans le rapport à l'espace public, on a travaillé sur un dessin du socle du projet pour éviter justement que ce socle il ne crée une trop importante rupture avec l'espace public. Donc on vient trouver dans cette partie tout l'espace de commerce et ensuite le socle il crée une véritable incursion en creux qui permet au fait de venir positionner le hall directement. Alors attendez, c'est l'image d'après. Hop. De faire placer le hall, au fait de mettre le hall sur l'espace public complètement. C'est-à-dire que même la matérialité, j'ai envie de dire, du hall et la matérialité du trottoir, est de vraiment placer le premier point d'accès dans le bâtiment dans l'espace public. Donc de faire en sorte qu'on l'ouvre au maximum sur cet espace public. Et ensuite, de venir travailler sur des niveaux atypiques ici, dans tout du rez-de-chaussée, avec des espaces dédiés de travail directement en lien avec l'espace public, et ensuite d'organiser un jardin sur 2 niveaux qui viennent après offrir des lieux de travail dans la transparence avec des espaces de travail un peu inédits, à chaque fois dans cette idée que les gens peuvent sortir sur l'extérieur, sur les terrasses, pour venir travailler. Ensuite, on a un plan d'étage courant sur 5 niveaux, qui lui par contre est extrêmement efficace, extrêmement rationnel, avec une optimisation maximale des bureaux au nord, c'est-à-dire 77% des bureaux viennent se positionner au nord vers le jardin, le futur parc de Batignolles qui s'organise ici. Donc dans ce souci, à un moment dans notre projet, d'avoir un plateau très efficace qui en contrepoint nous permettait d'offrir plus de vide au niveau du sol. Au fait. Donc du coup de faire l'inverse, un peu comme sur la MSH, de ne pas avoir un épanelage dans les parties supérieures, mais de densifier le bâti dans les parties supérieures avec un bâti très efficace, très performant en termes de plan, pour en contrepoint avoir un socle très ajouré qui donne de la générosité sur l'espace public. Et enfin, de créer un étage sur la couverture et sur la toiture, le dernier niveau, qui bénéficie à la fois de surhauteurs qui viennent nous permettre de venir vraiment intégrer tous les locaux techniques, mais également d'offrir des surhauteurs qui font un étage un peu atypique, qui viennent habiter les toitures, à la fois des terrasses qui s'ouvrent vers le sud et vers les vues sur Paris, et à la fois des espaces sous comble qui deviennent du coup des espaces en open space assez atypiques et intéressants. Voilà, et ça nous donne du coup au final cette image pour le projet, avec des toitures habitées dans les parties nord, très largement vitrées sur le jardin des Batignolles, 4 niveaux très efficaces, très denses, très rationnels, avec encore une fois un ratio de plan très efficace qui permet de rendre viable un tel projet, et ensuite de retrouver ce socle très poreux dans la transparence, qui du coup est en dialogue et en interface avec la ville, dans cette idée quasiment que la ville est en train d'urbaniser le bâtiment, avec le restaurant d'entreprise qui se trouve sur la terrasse du R+1, des bureaux qui viennent s'organiser ici sur la terrasse du R+2, et du coup, contrairement à l'idée d'un socle unitaire qui viendrait fermer complètement tout le bâtiment, de vraiment descendre comme ça tous ces espaces sur l'espace public. Sur l'innovation, on a une contrainte particulière, c'est qu'ils ne sont pas climatisés, ces bureaux. Donc il y a aussi tout un jeu d'ouvrants, c'est-à-dire que ce n'est plus des bureaux climatisés, complètement fermés, c'est l'idée que chaque bureau, chaque châssis, chaque ouvrant, toutes les trames, est un châssis qui s'ouvre, et qu'ensuite il y a une ventilation avec des ouvrants sur la partie haute, compensée par des ventilateurs qui viennent aspirer l'air s'il n'y a pas assez de dépression, et qui permet du coup de décharger complètement le bâtiment la nuit, de charger toutes les sous-faces des bureaux, il n'y a pas de faux plafond par exemple, de stocker de l'énergie dans la masse construite du béton du bâtiment et de faire comme ça une clim un peu passive, quoi. Alors là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, ce sont des scénographies. Alors les scénographies, quelque part dans l'agence, c'est une espèce de pause, parce qu'on n'est plus du tout dans le côté, on est dans l'éphémère, on n'est plus du tout dans la pérennité. Ce sont des projets, du coup, en 6 mois, on va de la conception à la réalisation, à l'inauguration. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans l'adrénaline, dans la rapidité, et qui donne un peu de souffle et de légèreté dans l'agence. Et là, donc, c'est quelque chose qui a été assez atypique, singulier. Ça s'est passé peu après notre sélection et pour le projet du pôle nautique de Mantes-la-Jolie. On a été approché par l'équipe de François Pinault dans le cadre de l'itinérance de la collection de François Pinault. Donc, il voulait présenter ses œuvres dans des lieux assez atypiques et qui n'étaient pas forcément prédisposés pour accueillir ce type d'œuvre. Et donc, la première exposition devait avoir lieu dans le Tripostal. Et moi, je me souviens, donc, on a rencontré la première fois Caroline Bourgeois, qui est sa commissaire d'exposition. Ça a été une très, très belle rencontre, qui est venue nous voir à l'agence, on s'est présenté, on a un peu expliqué notre background, notre méthodologie de travail, et qui a organisé une espèce de petit concours. Alors c'était assez singulier parce qu'à la fois, on a été visiter ensemble le lieu, le Tripostal, il y avait un espèce de côté, il ne pouvait pas nous donner le contenu de l'exposition, on pouvait imaginer les parcours, et il fallait qu'on rebondisse et qu'on réagisse par rapport à ça.
Et peut-être que beaucoup d'autres équipes ont justement spéculé sur le contenu des œuvres que François Pinault allait pouvoir présenter. Et nous, au lieu de ça, on s'est dit au contraire, on va se mettre complètement par rapport au recul de ces œuvres. D'ailleurs, là, cette fois-ci, notre architecture devra tendre à disparaître. Et au contraire, on va penser les parcours et on va juste offrir une réflexion, une réponse seulement par rapport aux pauses, au moment de respiration pour le visiteur. Et je pense que notre proposition les a séduits, car finalement, ils ont sélectionné notre équipe et on a présenté donc, une première scénographie donc, dans le Tripostal à Lille, et ça s'est tellement bien passé qu'on a été sélectionné pour donc, une deuxième scénographie, et c'est celle-là qu'on va vous présenter, qu'on a faite à Moscou, dans un lieu, donc là c'était pour d'achat, donc toujours la François Pinault Foundation, donc François Pinault qui prêtait ses œuvres, en fait à un lieu qui était tenu par Dasha, la femme de Roman Abramovitch, et ce lieu est absolument magique, c'est à Moscou, c'est un garage qui a été construit par Melnikov. C'est un lieu donc, qui fait à peu près 10 000 mètres carrés au sol. Il y a une lumière absolument incroyable qui rentre dans l'espace grâce à un jeu de shade. Et en même temps, voilà, c'était l'état du garage qui allait accueillir des œuvres absolument incroyables, emblématiques. Et donc, c'est la première visite qu'on a faite. Et notre méthodologie de travail, la première chose qu'on fait, c'est comme un jeu, finalement, ces scénographies, quelque part. On le prend avec une certaine légèreté. C'est qu'on construit des maquettes de chacune des œuvres. Donc là, vous voyez, donc il y a certains exemples. Et ensuite, on a fait une immense maquette qui faisait plus de 4 mètres de long au 50e. Et on a monté, main dans la main, avec Caroline Bourgeois, bien sûr, mais également avec l'équipe de François Pinault, cette scénographie, cette exposition. Donc là, c'est ce qu'on voit avec les différentes propositions. Et encore une fois, je reviens sur ce sujet, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez amusant. Donc d'une part, c'est un travail itératif, main dans la main, et d'autre part, cette fois-ci, nous, notre architecture, elle doit tendre à disparaître au profit des œuvres. Ce sont des œuvres qui sont tellement fortes, il y a aussi bien des Jeff Koons, Murakami, etc., que nous, on doit se faire le plus petit, le plus discret pour mettre en exergue la pièce et qu'on ne nous voit plus du tout. Et donc intellectuellement, c'est radicalement un autre travail et une autre approche, et c'est aussi une remise en question par rapport à nous-mêmes et donc là, voilà, c'est hyper régénérant en fait pour nous et pour nos équipes, parce qu'on ne fait jamais les projets tout seul, hein. C'est vrai qu'on n'insiste pas assez, mais c'est sûr que l'agence, c'est nous, mais c'est aussi surtout les gens qui travaillent avec nous. Et c'est sûr qu'un projet d'architecture, c'est toujours très long. C'est-à-dire qu'on l'a vécu sur Nantes, ça a dû mis 5-6 ans. Maison des sciences de l'homme, c'est pareil. On a tendance à un moment à s'essouffler. Et la magie de ces scénographies, c'est pas tellement le résultat dans notre travail, c'est plutôt à quel point ça nous régénère, à quel point ça régénère les gens qui travaillent avec nous, à quel point dans l'échange, c'est intéressant, même on découvre des œuvres qu'on connaissait pas forcément, on travaille avec les assistants des uns des autres, et pour nous, du coup, ça nous nourrit, au fait, ça nous nourrit et ça nous sort du champ aussi de l'architecture. Qui est un processus beaucoup plus lent, encore une fois, si on reprend le projet de Mantes-la-Jolie, entre le moment où on a remporté le concours et la livraison du bâtiment, c'est passé presque entre 5 et 6 ans, donc c'est très long, c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas s'essouffler. Alors que la scénographie, c'est une pause. C'est très vite, c'est de l'énergie, encore une fois, c'est 6 mois. Et voilà, et c'est aussi beaucoup s'ouvrir l'esprit par rapport à d'autres choses et une manière d'aborder les projets. Alors, je vais vous parler maintenant du musée du Louvre. Alors, je vais vous en parler de façon un peu particulière, parce que je pense que c'est important, pas tellement de zoomer sur la spécificité des projets, mais plus de bien comprendre à quel point on est à chaque fois... C'est amusant, parce que quand on a gagné Mantes-la-Jolie, on s'est dit, et parce que c'est pas tout le temps ça, mais on s'est dit on va faire des piscines toute notre vie, où les gens nous blaguaient en nous disant vous allez faire des piscines toute votre vie. Et finalement, en fait, on a rarement ou jamais été dans la reproduction, en fait. On a toujours, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a toujours, c'est les opportunités qu'on fait ça. À la limite, on est loin d'être en mesure de choisir les commandes qui viennent à l'agence ou les projets qui arrivent, mais je dirais qu'on a eu énormément de chance, parce qu'à chaque fois, chaque sujet sur lequel on travaille, et on en discute et on en plaisante souvent avec les gens à l'agence, c'est qu'en fait, quand on démarre quelque chose, on ne l'a jamais fait, et on se retrouve toujours, quand on a fait Mantes, on avait globalement, nous et les gens qui étaient avec nous, jamais fait de chantier, et ainsi de suite, de fil en aiguille, quand on est arrivé sur le Louvre, et qu'on a été sélectionné dans ce dialogue compétitif, parce que pour le coup, ce n'était pas un concours, c'était un dialogue compétitif sur méthodologie, qui a pris très longtemps, qui a pris 1 an d'échange avec le musée, on était dans une dynamique et dans un registre qu'on n'avait jamais exploré. On ne l'avait ni fait en agence, ni fait nous en interne. Donc à chaque fois, on était en train d'inventer des nouveaux outils, d'inventer une nouvelle façon d'aborder la question.
Et le sujet sur le Louvre, il est assez particulier, et il est très compliqué. Il est très compliqué parce qu'on est dans un monument totalement iconique et totalement emblématique, un monument qui a été transformé par Pei il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'il a donné une cohérence inimaginable. Il a fait naître le projet Grand Louvre avec la pyramide totalement iconique qui est vraiment un symbole parisien, enfin voilà, qui est totalement intégré, totalement accepté, et qui a ramené une énorme cohérence à l'échelle du musée. Mais ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y avait un contraste très fort entre justement cette image du projet Grand Louvre, de la présence de la pyramide sur la cour Richelieu, et de la réalité de la perception, de la réalité de l'accueil sous pyramide, qui est souvent vécu par tous comme un traumatisme. Et l'enjeu clé du projet, il est double. C'est vraiment améliorer les conditions d'accueil du public, mais également améliorer les conditions de travail des agents dans le musée. Et il y a une particularité encore supplémentaire, c'est qu'on n'est pas du tout dans une requalification, dans une réhabilitation d'une architecture qui aurait marqué qui serait obsolète ou qui aurait des signes d'obsolescence. Au contraire, quand on est sur place, ça a 20 ans, mais c'est construit mais absolument de façon sublime. Je dirais, c'est pas tellement un sujet d'architecture à requalifier, c'est vraiment le succès du Louvre, c'est-à-dire cette jauge, quand Pei a fait son projet, il l'avait calibré pour 4 millions de visiteurs. C'est cette jauge, ce succès phénoménal du musée, c'est cette affluence sans cesse croissance qui fait qu'au final, ça ne marche plus, quoi. Parce que c'est évident, quand vous vous promenez le soir, quand il y a moins de monde, ça marche très bien. Mais dès qu'il commence à y avoir du monde, que la jauge commence à exploser, on est dans un lieu très oppressant qui ne fonctionne pas du tout. Et c'est surtout l'image que dégage le Louvre aujourd'hui, c'est que quelque part, quand on descend sous pyramide, on a le sentiment d'être complètement seulement dans un espace lié à la logistique. Donc se pose réellement la question de l'accueil du visiteur dans ce musée, et que ce ne soit pas qu'une succession de petits potelets pour dessiner les files d'attente. Et donc c'est la question de l'hospitalité, c'est donner et recevoir. Quand on arrive au Louvre en même temps, donc comment est-ce qu'on va être bien accueilli, que le Louvre va donner envie aux visiteurs de poursuivre sa visite, en sachant que 60% des visiteurs qui rentrent dans le Louvre sont des primo-visiteurs, à savoir des gens qui n'ont jamais mis un pied dans un musée, qui sortent dans leur visite et qui se disent mais plus jamais on remettra un pied dans un autre musée. Donc c'est vraiment la question de l'accueil. Et en même temps le brief est ô combien complexe, parce que ce qu'ils nous disent et qu'ils nous répètent, encore une fois, c'est vraiment un travail itératif, et c'est pour ça qu'on l'a gagné non pas sur concours mais sur dialogue compétitif. C'était aussi de prouver notre capacité aux équipes du Louvre qu'on allait être capable de travailler main dans la main et de monter ensemble ce projet. Et donc, c'est de réellement réinventer l'accueil en sachant qu'on ne peut pas prendre exemple réellement sur un autre musée, peut-être le British Museum, mais qu'il y a encore, il n'y a pas d'aussi grand musée, apparemment, ce qui nous dit dans le monde, que le Louvre, qui accessoirement veut donner une image la plus contemporaine et la plus en avant par rapport aux autres. Alors, il y a une complexité complémentaire, c'est qu'on est dans un site occupé qui fonctionne, qui accueille tous les jours des milliers de visiteurs. Donc, on est un chantier en site occupé. Oui, il ne sera pas question de le fermer. C'est-à-dire qu'il y a un facteur aggravant dans du coup l'intelligence et la façon dont on va aborder le projet. Et il y a 2 volets sur ce projet du Louvre. On a gagné un premier marché qui est un marché de maîtrise d'œuvre classique, donc qui est un marché de requalification des espaces d'accueil. Donc en gros, en rouge, on intervient sur toutes les zones qui sont postées rouges. Donc, et là, on est dans, je dirais, c'est nouveau pour nous, mais on est dans un registre et dans une approche avec une équipe de partenaires de co-traitants avec qui on est habitué à travailler. C'est-à-dire qu'on travaille avec un ingénieur structure, un ingénieur fluide, on est en train de requalifier par exemple tout le traitement d'air de toutes ces zones-là, un consultant spécialiste en sécurité incendie. Enfin, je dirais, c'est un sujet complexe, mais on est dans un registre qu'on maîtrise plutôt, auquel on est familier. Et ensuite, du coup, on nourrit du coup notre réflexion et notre approche. Par exemple, on intègre au sein de l'agence des compétences complémentaires dont on n'avait pas forcément l'utilité dans les autres projets parce qu'on n'était pas confronté à ces logiques qui sont quasi des logiques qu'on a dans des grandes infrastructures, par exemple comme dans des gares. Donc, par exemple, il y a quelqu'un à l'agence qui s'est formé sur un logiciel de simulation des flux piétons pour justement voir, fonction des choix qu'on allait poser, à quel point ça allait influer justement sur la façon de se déplacer dans le musée, la façon de gérer la question des files d'attente. Et donc, du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on déplace, entre guillemets, le champ des décisions qu'on pose comme architecte sur des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, sur des critères qui sont pas forcément les critères sur lesquels on était confronté d'habitude. Ensuite,
on a remporté un deuxième volet dans le cadre de cette consultation qui, lui, s'appelle « Réinventer la médiation ». Et là, le Louvre a eu cette idée de dire, une fois qu'on requalifie tous ces espaces, c'est l'opportunité aussi de requalifier, de réinventer la façon dont on parle à son public. Et du coup, sur ce volet-là, on travaille avec un graphiste, un spécialiste multimédia, un designer, qui tous nous accompagnent dans une autre équipe, une autre dynamique, qui est de travailler avec un comité scientifique interne au Louvre pour voir, fonction de la requalification de la chaîne du visiteur, parce que le projet, vous l'avez compris, il est vraiment depuis l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire je suis en train de faire la file d'attente devant la pyramide, je requalifie les contrôles d'accès, qui étaient des éléments provisoires qui ont perduré dans le temps, donc comment je peux les rendre pérennes, quel message je donne aux visiteurs à cet endroit-là, sur quels outils, sur quels supports, comment on le dessine. Donc pour nous, c'est assez intéressant, par exemple. Ça, c'est un autre exemple. On va venir positionner dans un des coins du carré une médiathèque qui va prendre plus d'ampleur que la médiathèque actuelle et qui va permettre au visiteur qui veut aller plus loin, qui veut préparer mieux sa visite avant ou après, de justement anticiper et de préparer ses parcours. Donc du coup, on est en train de travailler à la fois sur la requalification de l'espace pour venir organiser tous ces dispositifs multimédia, mais également sur le support qui va venir intégrer ces dispositifs multimédia, mais également sur le dispositif multimédia lui-même. Et je dirais qu'on se retrouve du coup dans une situation où on a un rôle, entre guillemets, de chef d'orchestre, de compétences très larges, mais au final, avec à chaque fois des gens qui participent pleinement à la conception du projet. Et c'est ce qui rend l'exercice complexe, mais également intéressant intellectuellement, et aussi en termes de rôle d'architecte, de synthèse et de coordination, qui est aussi une autre facette du métier sur lequel on apprend énormément. Ensuite, l'idée du projet, c'est de dire qu'on n'est pas accueilli qu'une fois sous pyramide, mais qu'ensuite ça se renouvelle au sein des collections. C'est-à-dire qu'on est accueilli une fois sous pyramide, mais qu'ensuite il y a des points accueil relais qui viennent comme ça ponctuer la visite, qui viennent ponctuer les 50 000 mètres carrés et qui viennent régénérer entre guillemets le visiteur. Et ensuite il y a un maillage encore plus dense qui sont les séquences, qui lui est un pointillé qui donne une cohérence à l'échelle de l'intégrité du musée, de l'intégralité du musée, et qui va permettre également de recréer un maillage complémentaire de médiation à l'échelle du palais. Et c'est ce qu'on voit sur ces visuels-là, c'est que finalement l'intervention, c'est vraiment une ramification qui vient s'organiser sur l'ensemble du projet, et c'est d'autant plus intéressant pour nous parce qu'on est quasi à la frontière entre le projet d'architecture et le projet urbain. Vu l'échelle du musée, on est dans une échelle complètement gigantesque, et du coup, on est en train de réfléchir sur des stratégies de mise au point du projet qui est comment une succession de petits morceaux crée une cohérence à l'échelle globale. On est par exemple en train de travailler sur une ligne design de médiation qui permet aux visiteurs d'identifier ce maillage complémentaire qu'on va mettre à l'échelle du musée et qui va permettre de donner une certaine cohérence. Donc ça, c'est des illustrations qui ont sûrement déjà plus rien à voir avec ce qu'on va faire à la fin, mais qui permettent de mesurer, si vous voulez, à chaque fois la confrontation, donc avant dans l'œuvre iconique de Paye, qui est quasi dans l'imaginaire une œuvre monument historique, et parfois des salles, là par exemple on est dans la Rotonde de Mars, dans l'aile de Non, où on intervient à chaque fois dans des décors et des architectures qui sont à chaque fois complètement différentes, c'est-à-dire la partie classique dans l'aile de Non, ce sera une approche totalement différente de la partie réhabilitée côté Richelieu. Et la particularité de ce projet-là, encore une fois, par rapport à un projet public, classique, concours de maîtrise d'œuvre, où on est, je dirais, en interface avec le maître d'ouvrage dans la séance de questions-réponses et à travers le brief, le programme, et après on est seul dans l'anonymat à l'agence en train de quelque part faire un pari sur l'avenir, un pari sur les choix qu'on est en train de poser. Là, on est dans une situation totalement différente avec une grosse institution publique où c'est un dialogue, c'est-à-dire c'est un dialogue avec Henri Loiret, le président du Louvre, et c'est un dialogue aussi avec tous les services qui chacun interviennent fonction de leur spécificité. Donc c'est un dialogue incessant, c'est-à-dire c'est jamais une réponse unitaire. L'esquisse, c'était pas une esquisse, c'est 6 esquisses différentes parce que le projet est tellement complexe qu'il n'y a pas une réponse qui s'impose, c'est une réponse qui se confronte à des questions économiques, une question qui pourrait être pertinente ne l'est plus en termes de continuité de service, une question qui amène une cohérence à un certain endroit brise cette cohérence à l'échelle du global. Enfin voilà, c'est pour nous, je dirais, des stratégies qui sont totalement différentes et un dialogue vraiment itératif où le rôle de l'architecte dans son rôle de partenaire du maître d'ouvrage prend également aussi tout son sens et prend une autre dimension. Et pour l'agence, voilà, dans la façon dont on travaille, alors encore une fois, on a cette méthodologie qui est récurrente, qui était transversale fonction de tous les projets, qui est qu'on fait les choses
c'est un peu le clin d'œil du titre qu'on a donné à cette conférence, c'est que il y a un côté matériel dans ce qu'on fait. On est toujours dans tout ce qu'on produit dans le réel. On travaille avec nos mains, on fabrique nos projets, on les construit en maquette. Et l'informatique vient derrière, j'ai envie de dire. Et dans l'échange, dans la confrontation, on est toujours dans le réel. Image suivante, peut-être tu veux parler de Erevan ? Si, vas-y. Les derniers, non, je ferai. Non, je ferai. Ah, tu feras avec eux. Ok. Alors là, on change complètement de registre de projet. On a volontairement pris 2 projets à chaque fois dans des catégories totalement différentes parce que c'est, je pense, une des magies de notre métier, c'est qu'on est sans cesse sur des enjeux et des thématiques totalement différentes. Donc là, on va vous parler de 2 projets qu'on fait à l'étranger. Donc un premier projet c'est un concours qu'on a fait en Arménie, et un deuxième projet qu'on est en train de réaliser à l'île Maurice. Donc le premier projet, dans la vie d'une agence, c'est toujours une sinusoïde, c'est-à-dire qu'on est... je pense que c'est valable pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour une jeune agence. Et la particularité de notre équipe, c'est qu'on est sur peu de projets, mais des gros projets. Ce qui veut dire que quand on est en phase de production, on a des équipes assez importantes, et puis tout à coup, du jour au lendemain, on est en phase de validation, on n'a plus rien à faire, on se retrouve à 10 à l'agence, et on commence à angoisser en se disant qu'on n'a plus de travail. Donc du coup, pour éviter ces périodes d'angoisse et que les gens s'ennuient, pendant ces entre-deux, on fait des concours. Et du coup, on a répondu sur un concours en 2010 international organisé par l'UIA, qui était un concours d'un hôtel 5 étoiles, un énorme business center, 60 000 m² en Arménie. Donc c'est des concours, 500 inscrits. Donc le site est absolument sublime. Vous avez la vieille ville historique d'Erevan, circulaire, et le site, il est à la frontière de la vieille ville, en surplomb. C'est-à-dire que là, vous avez des collines, et du coup, on est complètement en surplomb. On voit par rapport à la ville, donc c'est un terrain qui a été terrassé. Donc là, c'est carrément coupé dans la montagne, parce que la montagne est en train de monter progressivement. Donc c'est un terrassement. Et la vue du site, c'est ça. Donc c'est une vue sublime. Ça, c'est un des axes historiques de la vieille ville. La vieille ville, le cercle est ici. Et vous avez au fond le mont Ararat, qui est un mont enneigé, qui donne, je dirais, au panorama. On est juste, je dirais, le niveau du terrain nous permet d'avoir exactement cette vue. Donc en surplomb par rapport à la nappe urbaine d'Erevan. Et donc l'implantation qu'on a proposée, c'était d'avoir une émergence verticale qui se positionnait directement dans l'axe d'une des avenues les plus importantes de la ville, et d'ensuite de déployer un bâtiment à l'horizontale dans cette idée de créer un grand promontoire qui justement exploitait ces vues sublimes qu'on a sur la ville et sur les montagnes au loin. Et donc du coup, le plan très simple en croix d'un bâtiment horizontal qui accueille toutes les fonctionnalités du business center et des appartements, et d'avoir l'émergence comme une tour comme ça, au milieu, qu'on voit avec l'ombre là, pile dans l'axe, qui montre du coup son coin, là, pile dans l'axe de l'avenue principale. Donc là, la coupe, vous voyez l'échelle, c'est carrément monumental, hein, avec l'entrée de l'hôtel qui est ici, avec le hall complètement gigantesque du business center, tous les services apartments qui sont ici, le business center qui fait le lien avec la ville en bas, donc l'idée de pouvoir rentrer dans l'équipement par la montagne, en creusant comme ça la topographie et en venant rentrer tout le complexe par en bas, ou d'avoir un grand drop-off comme ça qui exploite du coup les circulations existantes et qui permettent de distribuer du coup soit par le bas à pied par la vieille ville, soit par le haut en voiture par un drop-off. Et d'organiser quasiment 7-8 niveaux au-dessus un grand belvédère, comme ça, un grand balcon sur la ville qui soit un espace public et qui ait comme ça des vues spectaculaires, et qu'ensuite il y ait un hall comme une tour en creux négatif dans le vide au centre, sur un atrium qui se déploierait sur tous les niveaux, et d'avoir toutes les chambres d'hôtel qui sont ici, le restaurant avec une vue absolument spectaculaire sur la ville, et toutes les suites complètement exclusives avec un jardin, vous voyez, sur le toit, et puis même la possibilité d'arriver là-haut. Donc ça, c'est la coupe dans l'autre sens. Donc là, la coupe dans l'autre sens, avec, vous voyez, le hall qui s'organise comme ça, l'accès dans le business center, les parkings, les services apartments. Et du coup, ça nous a donné ces images du coup assez insolites du rapport au site, hein, vous voyez, avec le grand balcon sur la ville, le hall d'entrée, hein, et ensuite, voilà, le hall. La circulation verticale dans le cœur vide, en fait, de la tour, qui vous amène au restaurant panoramique qui est ici dans un vide, et ensuite là-haut les suites exclusives, la vue des chambres, la vue depuis justement les grandes terrasses avec l'émergence de la tour de l'hôtel et il y a les piscines du coup de l'hôtel et la vue comme ça sur les montagnes au loin.
Voilà. Et l'histoire de ce projet, ce qui est assez magique, c'est qu'on l'a gagné, au fait. Et donc, contre toute attente, hein, parce que pour le coup, ces projets-là, où on est 500-600, on les fait comme pour faire nos gammes, en fait. Et puis, c'est jubilatoire, en fait, comme projet. Et du coup, on l'a gagné. Alors, c'est un projet qui ne se fera jamais, parce que l'économie ne le permet pas, et le montage, au départ, n'était pas si solide que ça pour permettre la réalisation du projet. Mais en tout cas, pour nous, c'était une expérience assez magique. Et on part toujours du principe que même gagné ou perdu, j'ai envie de dire, il y a une énergie qui se déploie. Donc, c'est toujours une source de frustration, l'énergie qu'on met et que ça s'arrête, parce qu'on a l'impression que finalement, c'est un peu gâché. Et au final, on s'aperçoit que finalement, on repart toujours un peu de ce qu'on a fait avant dans un projet. C'est-à-dire que les projets se nourrissent eux-mêmes. C'est aussi cette chance de faire quelques projets en même temps, c'est que finalement les projets dialoguent entre eux et que des choses qu'on a pu explorer sur un concours perdu, finalement, réinsufflent d'une manière ou d'une autre un autre projet. Donc je ne sais pas si c'est le cas dans IQ, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire assez amusante qu'on est en train de faire en ce moment. Et peut-être, Caro, tu peux la présenter. Donc là, en fait, on a été contacté par un... Donc ça, c'est une histoire assez incroyable, complètement magique. On a été contacté par un propriétaire foncier à l'île Maurice. Donc là, c'est le site absolument magique. Donc en fait, le site, c'est pas comme l'image d'Épinal où on est les pieds dans l'eau sur une plage de sable blanc. Et au contraire, en fait, on s'organise toujours pour y aller en hiver. Hein. On s'organise toujours pour aller présenter le projet dans les mois d'hiver. Mais le site, en fait, c'est dans le quartier de Quatre-Bornes, qui est juste à côté du CBD. Et le projet, en fait, c'est un immeuble de logement, de petites cellules. La première cellule, c'est à peu près 40 mètres carrés, et ça va quand même jusqu'à 120 mètres carrés. Mais ça s'adresse essentiellement à une clientèle de primo-accédants, et notamment une clientèle mauricienne, où avant, traditionnellement, en fait, on venait construire sa maison au-dessus de la maison des parents, et ainsi de suite, on rajoutait un étage et un étage. Et donc, il y a une classe un peu émergente qui a envie d'un autre type de produit, d'un nouveau mode d'habiter. Donc le site est absolument incroyable, on sent qu'il y a dans le tissu du quartier de Quatre-Bornes, il y a quelques émergences, mais c'est la nature qui prend presque possession, on est vraiment dans un climat tropical avec une nature luxuriante, magnifique, très puissante, très forte. Et on s'est dit que là, encore une fois, d'une part, le client voulait un landmark, un projet, un signal dans la ville, et qu'en même temps, on ne pouvait pas faire un projet un peu mi-figue, mi-raisin. Les éléments sont très forts, le climat est assez extrême, tant par la chaleur, par l'humidité, la nature où il littéralement prend possession dès qu'il y a des espaces résiduels, la nature reprend ses droits. Donc on avait une règle d'urbanisme où d'une part on est avec un client privé, donc quelque part il sait compter, et en même temps des règles d'urbanisme assez contraignantes qui ont très vite, où on sentait que La règle c'est pas compliqué, là vous avez la rue. Et du coup, on est obligé d'effectuer un retrait qu'on voit ici par rapport aux limites séparatives. Et ensuite, j'ai envie de dire, presque il n'y a pas de limite en hauteur dès lors où vous devez respecter à chaque fois que vous montez un retrait. Alors, on n'a pas le droit de faire comme à New York des immeubles comme ça en cascade. L'idée, c'est si vous montez là, vous devez descendre tout droit. Donc, quelque part, au départ, il y avait des schémas comme ça qui permettaient de calculer quel était le rapport entre surface développée, hauteur et capacité de construire. Et ça, ils l'ont fait avant nous. Ils nous ont dit, c'est pas compliqué, il faut que ce soit ça, avec tant de mètres, et construit sur l'ensemble. Bon. Donc, on construisait un gros pavé qui crée, au fait, l'ensemble du complexe. Vas-y. Et donc, en fait, nous, on a décidé, bien sûr, donc, de fait, de travailler dans cette extrusion, mais littéralement de travailler dans la masse. Et de venir, donc là c'est l'image qui sort de ce projet, où on est encore une fois sur la thématique de cellules, donc on est assez répétitif, on est très optimisé dans la qualité du plan, mais essayer d'offrir quelque chose d'assez unique et dans l'expérience, que ce soit assez spectaculaire. Et c'est ce qu'on voit peut-être même sur l'image suivante, où on vient créer un espèce de monolithe blanc qui émerge du tissu urbain, et en même temps qui devient une immense fenêtre sur la ville et sur le paysage, avec... En haut, là, en fait, c'est littéralement le logo IQ. Et donc, sur la barre du milieu... Le client, en fait, ils avaient un plan de communication sur la résidence qui était très basique. C'est-à-dire qu'ils voulaient s'appeler QI. Et après, ils se sont dit, non, on va le faire en anglais, c'est quand même mieux. Donc, ils se sont dit, on va s'appeler IQ. Et du coup, on leur a donné les deux. Parce que si vous venez d'un côté, vous voyez IQ, puis de l'autre, vous voyez QI. Donc, et avec la piscine qui est littéralement posée au milieu. C'est ce qu'on voit, on voit même sur une image, avec cette vue... spectaculaire vers les montagnes de l'île Maurice. On a rendu la phase esquisse.
Ça a été un rapport et une relation absolument incroyable parce que quelque part, notamment dans notre relation avec ce client, on le sent qu'il regarde l'architecte comme réellement quelqu'un de sachant. Donc il y a un rapport très respectueux dans notre relation. Ce qui est marrant, et du c'est coup, qu'on s'aperçoit que l'architecte, tel qu'il est lu ici, quelque part, j'ai le sentiment qu'on se dépossède de plus en plus de plein de connaissances, de possibilités, de missions, et que finalement, on est très nombreux autour du projet. À graviter autour du et ce projet. qui est marrant, c'est que là-bas, on est projeté dans les années 50, déjà projeté en termes de savoir-faire de construction. On est à une autre époque, quoi. Et à la fois dans le rapport au client, on est beaucoup plus dans un rapport à l'architecte, à l'anglo-saxonne, où finalement, c'est un rapport qui est totalement différent. Peut-être c'est intéressant. Alors c'est sûr que nous, on s'était dit, on était extrêmement contents d'aller là-bas, mais je dirais, on n'était pas du tout convaincus de la faisabilité du projet. Et que le projet allait se poursuivre. On ne savait pas si à la phase esquisse, il allait s'arrêter ou non. Il y avait une certaine fragilité. On sentait un client, une maîtrise d'ouvrage qui avait beaucoup de désir. Mais en même temps, jusqu'à quel point on allait pouvoir poursuivre ce projet très ambitieux. Il y a plus de 20 000 mètres carrés à construire. Et finalement, suite à l'esquisse, je pense qu'il a eu un coup de cœur. Vraiment, il a été emballé par le projet. Il nous a dit juste qu'il va falloir optimiser. Il nous a dit, moi j'aime tout dans votre projet, mais alors le vide, vous êtes gentil, donc on s'est dit, tout voilà, le je mètre perds carré, X mètres carrés, donc ça représente tant de sous, il va falloir m'optimiser tout ça. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'en même temps, si c'est pour perdre finalement l'intégrité et faire une grosse barre, en même temps, nous on n'assume pas, et comment est-ce qu'on va réussir? Donc on a revu notre copie, donc ça c'était vraiment l'image. On a travaillé encore une fois comme des fous, mais en cherchant encore une fois à conserver l'intégrité. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est dit, d'accord, peut-être qu'on peut finalement remplir le vide, mais ça va nous permettre de dégager une autre typologie d'appartements avec des terrasses beaucoup plus importantes et dans la qualité d'usage finalement qui peuvent être une vraie plus-value parce qu'à l'île Maurice on vit dehors et avoir une belle terrasse, au contraire, ça devient réellement une pièce en plus pour l'appartement. Et le travailler en creux, ce qui dans le relief va nous donner le sentiment de garder ce vide. Pardon. Peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y avait vraiment une volonté du maître d'ouvrage de travailler sur des petits appartements, qui est une typologie, parce que souvent, ce que disait Caroline au début, on est plutôt dans des très grands modules à l'île Maurice, et donc il y a même une incitation fiscale à faire des surfaces en dessous de 50 mètres carrés. Et donc du coup, l'alternative qu'on a trouvée, c'est de plutôt raisonner sur la partie pleine du monolithe, sur des petits modules, et de travailler plutôt sur du traversant, des grands appartements à cet endroit-là. Et ce qui nous donne à la fin une diversité de typologie dans le projet assez intéressante. Après, il y a un rapport au site et à l'extérieur, à la lumière qui est totalement différent. Bon, déjà, c'est la façade nord qui prend la lumière, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Et je dirais, dans le rapport au logement, ça n'a rien à voir avec les logements où nous, on s'ouvre, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que le plan s'ouvre vers le sud, s'ouvre vers la lumière. Et là, au contraire, on sent que les gens veulent vraiment se protéger et même se protéger du regard. Il y a une espèce d'intimité, de pudeur qui est très important. Donc là encore, on a travaillé sur la notion de filtre, avec cette double peau. Donc c'est ce qu'on voit là sur une typologie. Ça, c'est ce qu'on voit sur une typologie traversante qui, elle, traverse par le toit, en fait. Mais donc, du coup, c'est tout le travail à chaque fois, je dirais, sur un filtre sur toutes les parties qui viennent en surface et ensuite qui viennent en creux sur les parties traversantes avec des balcons qui font en fait brise-soleil. Mais du coup, d'avoir comme ça une graduation de l'intérieur à l'extérieur, qu'on ne soit pas du coup projeté de l'intérieur à l'extérieur, mais qu'à chaque fois, ça se fasse de façon graduée. Et là, vous avez du coup l'accès au projet. Il y a des services au rez-de-chaussée, parce que l'idée aussi, c'est quasi du service apartment. C'est-à-dire que c'est des tout petits modules, mais l'idée, c'est qu'il y a des toutes petites cuisines, mais que vous avez un restaurant en bas qui vous permet de récupérer des plats dans les parties supérieures. On a une logique de double hauteur sur les circulations qui sont complètement à l'air libre. Alors, il y a cette idée, il fait quand même magnifique quasiment toute l'année, donc c'est aussi assez beau de jouer justement avec ces jeux de transparence complètement réels, liés au climat en fait, qui font qu'on peut, de façon totalement réaliste, imaginer organiser des paliers en double hauteur ici qui distribuent tous les niveaux et ensuite d'avoir du coup toutes ces typologies. Et du coup, le projet s'est passé tellement bien et on sent qu'il y a d'autres possibles qu'on a ouvert Search Océan Indien. Oui, alors c'est vrai que ça c'est amusant, du coup on a ouvert une agence là-bas, on a quelqu'un qui travaille avec nous, qui vit à l'île Maurice maintenant, et du coup qui fait l'interface sur ce projet en local, qui est en train de construire les appartements témoins. Alors pareil, comme c'est des investissements, on vient de rendre l'APS, mais on est déjà en train de fabriquer les appartements témoins, parce que, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois que 60% des appartements doivent être prévendus pour pouvoir enclencher les phases suivantes. Donc du coup, on joue le jeu, le rapport avec le client se passe super bien, et du coup, on a quelqu'un sur place qui développe pour nous le projet, et voilà. Donc finalement, de quelque chose sur lequel on était loin d'imaginer que ça se fasse, c'est quelque chose qui est vraiment réel et qui est en train de se faire.
Et là, oui, c'est un petit clin d'œil parce que c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. En fait, on est 4 architectes en compétition et en fait, c'est pour réinventer l'éclairage événementiel pérenne et ponctuel de la Tour Eiffel. Donc là, c'est en cours. Bientôt, les propositions vont être mises en ligne pour que les Parisiens et les Franciliens votent. Il y aura en septembre un prototype échelon. Mais je pense que c'est aussi un petit... oui, c'est remplacé l'actuel scintillement qui a été mis en place à l'an 2000. Et en fait, la ville de Paris et la CET a lancé un concours en juin dernier où ils ont sélectionné une douzaine d'équipes pour faire des propositions. Et qu'est-ce que pourrait être finalement ce scintillement? Comment le remplacer? C'est un sujet ô combien vaste et difficile car on sait que tout le monde adore aujourd'hui le scintillement. Donc se repositionner par rapport à ça, c'est un très beau sujet en même temps. Et on a passé le premier tour et maintenant on n'est plus que 4, voilà, donc contre 3 autres équipes. Et donc c'est un projet qui va être public parce que même les 4 équipes donc, vont devoir mettre en ligne des films et enfin installer en septembre prochain un prototype. Mais je crois que pour terminer par ça, c'est aussi un petit clin d'œil pour montrer qu'à chaque fois on a cette chance, encore une fois, d'avoir l'opportunité de travailler sur des sujets assez différents les uns des autres et qui nous obligent systématiquement à nous réinventer, à l'aborder de manière complètement différente. Et on n'est jamais finalement dans une répétition. Chaque sujet amène une cause à effet et une manière de faire et, différente et offrir différents possibles. Et voilà, je pense que je pense que c'est bien. On a beaucoup de chance, voilà.